Voilà, nous avons la dernière communication, M. Thomas Boer, apport de l'arthroscopie en traumatologie ostéo-articulaire. Bonjour à tous et merci pour cette invitation. Alors je vais tenter de vous résumer en une petite demi-heure, un symposium d'une heure et demie, c'est toujours délicat. Le but de ce symposium était de faire le point sur l'apport de l'arthroscopie en traumatologie ostéo-articulaire. En fait, en pratique, quand on nous avait donné le sujet il y a plus de 2 ans, le titre c'était le suivant, c'était chirurgie mini-invasive et arthroscopie en traumatologie ostéo-articulaire, ce qui nous avait semblé un vaste sujet, puisque ça regroupait plusieurs techniques chirurgicales entre le mini-open, savoir où sont les limites exactes de ce qu'on appelle le mini-open, les techniques percutanées pures avec contrôle fluoroscopique et l'apport de l'arthroscopie. Donc on avait modifié le sujet en le focalisant sur l'apport de l'arthroscopie en traumatologie. Les objectifs de ce symposium étaient d'abord de faire l'état des lieux de l'arthroscopie en traumatologie pour avoir des idées claires sur le sujet. D'essayer de donner des résultats comparatifs sur les techniques à ciel ouvert et les techniques arthroscopiques sur la traumatologie ostéo-articulaire et d'essayer de donner des critères de choix pour opter pour une technique arthroscopique dans le cadre de certaines fractures avec des trucs et astuces en arthroscopie pour se mettre dans les bonnes conditions. L'idée c'était de pouvoir donner des conseils techniques pour savoir dans quelles conditions on était bien pour faire tel ou tel type de fracture sous arthroscopie et dans quelles conditions on n'était pas bien et qu'il fallait garder les techniques dites conventionnelles. Alors les limites de ce symposium, c'est d'abord de comparer les techniques conventionnelles, les techniques à ciel ouvert de traitement de certaines fractures et les techniques arthroscopiques, puisqu'on n'a pas fait d'essais comparatifs. Et en fait, il y a de nombreuses techniques chirurgicales d'ostéosynthèse, que ce soit à ciel ouvert, mais également sous arthroscopie. Donc ça induit déjà une franche limite dans le but en tout cas dans la méthodologie de ce symposium. Ensuite, une autre difficulté, c'est de comparer les types de fractures. Les problématiques sont totalement différentes entre la chirurgie et la traumatologie du membre inférieur et celle du membre supérieur. Donc rien que cela, ça induit un biais sur les conclusions qu'on peut porter sur ce type de traitement. Puis enfin, c'est un travail multicentrique et essentiellement rétrospectif avec toutes les limites que vous connaissez. 700 ont participé, Rouen, Lille, Paris, Strasbourg, Grenoble, Marseille et Toulouse. Les méthodes, c'était un symposium focalisé sur 4 articulations et 5 fractures articulaires. Fracture de Glenn, fracture du radius distal, fracture des plateaux tibiaux, fracture de l'épine tibiale et fracture du talus. Pourquoi? Pour la fréquence de ces fractures et l'intérêt de l'arthroscopie dans ces articulations, c'est-à-dire l'articulation de l'épaule, l'articulation du genou, une grande fréquence de traitement arthroscopique et les fractures du poignet sont extrêmement fréquentes. Donc l'idée c'était de faire le point sur l'apport de l'arthroscopie sur ces articulations et sur ces fractures articulaires. Pour chacune de ces fractures, on a fait une revue de la littérature sur les différentes techniques arthroscopiques qui avaient été publiées et les résultats qu'on pouvait en attendre, afin de faire un état des lieux de l'arthroscopie dans ce type de fracture. On a fait une série prospective sur les différentes fractures articulaires citées et une série rétrospective pour pouvoir essayer de donner des résultats comparatifs entre les techniques à ciel ouvert et les techniques arthroscopiques de réduction de ces fractures articulaires. Et enfin, on a tenté de donner des trucs et astuces pour donner ces critères de choix pour opter pour un traitement arthroscopique dans certains types de fractures. L'intérêt de ce symposium, c'était de traiter des fractures très fréquentes, fractures articulaires du radius distal, fractures des plateaux tibiaux, fractures de Glenn un peu moins, les fractures du talus, pour le coup, c'est franchement rare. En revanche, l'intérêt de l'arthroscopie dans ces articulations, que ce soit le genou, l'épaule, mais également le poignet et la cheville, était de voir la place que pouvait avoir l'arthroscopie dans ce type de traumatologie, qu'elle soit fréquente ou un peu moins fréquente. Et puis, il y a des évolutions techniques arthroscopiques, que ce soit notamment pour les types d'ostéosynthèse des fractures des plateaux tibiaux ou des épines tibiales, ou les fractures de Glenn. Les objectifs, c'est donc de donner des principes clairs de l'apport de l'arthroscopie en traumatologie. C'était pas de dire on peut faire tout sous arthroscopie, loin de là. Au contraire, c'était de donner des principes clairs de l'apport de l'arthroscopie pour les types de fractures définis. Alors après, on peut extrapoler sur d'autres fractures,
mais en gardant les principes clairs que l'on va tenter de définir. Et pour tout chirurgien, qu'il soit senior ou qui ne maîtrise pas forcément toutes les techniques arthroscopiques. Alors, pour les fractures de Glenn, ce que l'on peut retenir de la littérature, c'est que les séries ne sont pas comparables quand on compare les ostéosynthèses de fractures de Glenn à ciel ouvert et celles sous arthroscopie, puisque en fait il y a des séries qui comparent fractures articulaires, fractures extra-articulaires de l'omoplate et incluant la Glenn. Les complications ne sont pas comparables également. Les seules réelles différences qu'on ait retrouvées, c'est que les séries les plus anciennes et finalement qui ont plus de recul sont les séries à ciel ouvert et sont plus importantes également à ciel ouvert. En revanche, les techniques sous arthroscopie sont souvent des cas cliniques. Il n'y a pas vraiment de série très exhaustive. Le recul est généralement assez court et on évalue bien l'immobilité, mais peu les complications, en tout cas les complications à moyen et long terme, que sont l'arthrose ou la raideur. On a fait une étude biomécanique au laboratoire d'anatomie chez le professeur Philippe Claver pour comparer deux types d'ostéosynthèse de fractures de Glenn qui ont été faites expérimentalement. L'ostéosuture simple ou l'ostéosuture associée à un vissage. Et on s'est rendu compte que les deux options étaient mécaniquement valides pour traiter ce type de fracture, c'est-à-dire les fractures Heidelberg 1A, c'est-à-dire l'arrachement du rebord antéro-inférieur de la Glenn, mais que l'ajout d'une vis permettait d'augmenter la résistance mécanique. Un seul impératif, c'était l'immobilisation post-opératoire, puisqu'on avait une résistance à l'arrachement qui était quand même relativement faible, même si c'est des types cadavériques, avec les limites que ça peut imposer sur la résistance osseuse. Les résultats cliniques de la série, qui était une série de 56 cas, la plus grosse série mondiale, rétrospective, ce qu'on peut dire, c'est que c'était toujours le patient type, c'était un homme d'environ 40 ans, avec souvent un accident domestique, une chute sur les escaliers ou de sa hauteur, avec une fracture luxation et donc une fracture du rebord antéro-inférieur de la Glenn. Quand on compare les résultats à ciel ouvert et les résultats arthroscopiques, on se rend compte que l'arthroscopie permet une chirurgie plus courte. Elle ne fait pas de compromis sur la réduction puisqu'on a une vision complète de l'intérieur articulaire et ça permet une meilleure qualité de la réduction. La morbidité est moins importante pour l'arthroscopie avec moins de raideur et surtout moins d'infection. Et puis la seule limite ou difficulté de la technique à ciel ouvert, c'est qu'il y avait généralement une ténotomie soit complète soit partielle du subscapulaire, entraînant raideur et manque de force, notamment en élévation et rotation externe. Sur les résultats radiographiques, quand on compare les techniques à ciel ouvert et les techniques arthroscopiques de réduction des fractures de Glenn, la qualité de la réduction est équivalente. On n'a pas noté de déplacement secondaire au plus grand recul, pas de pseudarthrose non plus. Et puis on a noté de l'arthrose, mais qui n'était pas liée à la technique, mais généralement à l'importance du traumatisme initial. Les facteurs pronostiques qu'on a pu dégager, c'est bien sûr la qualité de la réduction, les lésions associées, même si elles étaient exclues, c'est-à-dire en fait les lésions du cartilage lors de l'intervention qui, bien évidemment, donnent un pronostic moins bon à court et moyen terme. Et puis l'arthrose qui est essentiellement liée à la luxation initiale, mais qui n'est pas iatrogène, ni à ciel ouvert, ni sous arthroscopie. Passons aux fractures de radius distal, où il y a beaucoup de choses qui ont été décrites. Ce qui se disait dans la littérature, c'était que ça aidait à la réduction des fractures articulaires du radius distal, l'apport de l'arthroscopie. Mais il s'agissait de courtes séries, avec surtout des effectifs relativement faibles et un recul assez faible. Ce qu'on peut surtout dire de la littérature sur les fractures articulaires du radius distal traitées sous arthroscopie, c'est qu'elles permettent un diagnostic des lésions associées, notamment des lésions ligamentaires, que ce soit des lésions du ligament scaphoulinaire ou du ligament triangulaire. Il est dit dans la littérature qu'elles ont une faible morbidité et nous avons tenté de comparer et d'avoir un suivi à plus long terme parce qu'en fait on n'a pas de suivi à long terme sur ces fractures traitées sous arthroscopie. Alors sur la série rétrospective du symposium, bon, les principales limites c'est que l'analyse radiographique était opérateur dépendante, qu'il est difficile de comparer sur les différents groupes d'âge puisque on a pris toutes les fractures articulaires du radius distal traitées par plaque antérieure. Le recul est parfois inégal, il y a quelques périodes de vue et elles étaient réalisées que sur 2 centres.
Les avantages de cette série, c'est que c'est un effectif très important, 228 patients. Et ce que l'on peut dire, c'est que on a pu analyser la qualité de la réduction sur la marge d'escalier et sur l'écart interfragmentaire, ce qui étaient les critères principaux de choix, et qu'on n'a pas vu de différence au dernier recul. L'intérêt de l'arthroscopie, bien évidemment, c'est pour le diagnostic et le traitement des lésions associées. Alors sur la série rétrospective, ça améliore, l'apport de l'arthroscopie, c'est d'améliorer la réduction de la marche d'escalier, mais ce n'était pas significatif par rapport au traitement à ciel ouvert, en tout cas sur l'analyse radiographique. Bien évidemment, l'arthroscopie permet un diagnostic et un traitement des lésions associées, et nous avons donc fait une étude prospective pour comparer les traitements à ciel ouvert et les traitements arthroscopiques. Donc, dans cette étude prospective, les mêmes limites sont à donner par rapport à la série rétrospective, avec évidemment un recul court, mais ce qu'on voulait, c'est avant tout analyser la qualité de la réduction et la morbidité à court terme. Un effectif important de 138 patients. Bien évidemment, toutes les lésions associées ont été notées et parfois traitées dans le même temps. Ce que l'on peut dire sur cette étude prospective du traitement arthroscopique des fractures du radius distal, c'est que cela améliore de façon significative la marge d'escalier radiographique, mais ça n'améliore pas l'écart interfragmentaire. Il y a un intérêt diagnostique important sur les lésions du scapho-lunaire, un peu moins sur les lésions du ligament triangulaire. Et à 1 an, sur le plan clinique, on n'a pas de différence sur les scores fonctionnels entre les fractures traitées sous arthroscopie et les fractures traitées à ciel ouvert pour le radius distal. Conclusion que vous pouvez donner, c'est que l'arthroscopie du poignet reste tout de même une arthroscopie difficile qui nécessite une courbe d'apprentissage importante. Il y a peu d'espace et une hétérogénéité qui est non négligeable, notamment sur les voies d'abord dorsales et les lésions nerveuses. La population cible, c'est un sujet jeune avec des fractures articulaires, et le but de l'arthroscopie, c'est de rechercher des lésions ligamentaires, et si on peut, les traiter dans le même temps. L'intérêt de l'arthroscopie, c'est la réduction de la marge d'escalier, mais on n'a pas pu mettre en évidence de réduction de l'écart interfragmentaire entre la technique arthroscopique ou la technique à ciel ouvert. L'intérêt de l'arthroscopie, c'est le diagnostic des lésions ligamentaires associées, essentiellement sur le scapho-lunaire, mais il faut rappeler que seuls 30% sont accessibles à des réparations, car il y a plein de lésions partielles qui sont diagnostiquées mais pas traitées, et en fait, une lésion sur 3 est réparée. Et ce que l'on peut se demander, c'est qu'en est-il des résultats à long terme de ces réparations ligamentaires? Est-ce qu'il y a un intérêt à toutes les réparer ou à ne pas les réparer? En d'autres termes, est-ce que l'arthroscopie ne donne pas trop d'informations qui nous font faire peut-être beaucoup de gestes sur les ligaments, alors que sans l'arthroscopie, on ne les traite peut-être pas, et il faudrait voir à long terme et comparer à long terme ces différentes populations. Le schéma thérapeutique qu'on peut proposer, c'est que en cas de fracture articulaire du radius distal chez un sujet jeune, avec un fort risque de lésion ligamentaire, si l'on maîtrise l'arthroscopie du poignet, là l'arthroscopie du poignet va être intéressante, on fait l'ossosynthèse par plaque, on contrôle la réduction sous arthroscopie, et s'il y a une lésion ligamentaire, on pourra la réparer parce qu'on a la maîtrise de l'arthroscopie du poignet. En revanche, si on n'a pas la maîtrise de l'arthroscopie du poignet, on fait l'ossosynthèse par plaque, on contrôle la réduction articulaire sous fluoroscopie, jusque-là c'est la technique conventionnelle, on fait un testing scapho-lunaire et s'il y a un diastasis, on fera un brochage percutané, et en cas de lésion non visible sur plan fluoroscopique du ligament triangulaire, il y a un intérêt probablement à faire un arthroscanner secondaire et à les réparer en secondaire s'il y a des douleurs résiduelles dans les mois qui suivent sur le bord ulnaire du poignet. Passons aux fractures des plateaux tibiaux qui sont souvent traitées sous arthroscopie, mais on s'est rendu compte qu'il y avait une grande disparité dans le symposium sur les différentes équipes. Notamment, par exemple, les Chasker 3 étaient toutes traitées sous l'arthroscopie, alors que dans les autres centres, elles ne l'étaient jamais. Alors, est-ce que l'arthroscopie influence ou améliore la fonction résiduelle, la fonction au dernier recul des traitements des fractures du plateau tibial? Eh bien non, on a la même fonction après un traitement arthroscopique ou après un traitement à ciel ouvert. Est-ce que ça améliore la réduction? Non, ça n'améliore pas la réduction, on a les mêmes résultats. En tout cas, on n'a pas vu de différence significative. Est-ce que ça améliore la consolidation?
Alors oui, mais en fait il y a un biais puisque les fractures articulaires des plateaux tibiaux traités sous arthroscopie étaient essentiellement des fractures enfoncement pur, donc les Schatzker 3, qui donc en théorie consolident probablement plus vite que les fractures séparation ou les fractures plus complexes comminutives. Donc il y a forcément un biais dans cette analyse sur la consolidation radiographique. Est-ce qu'il y a plus de complications à ciel ouvert par rapport au traitement arthroscopique? On aurait eu tendance à croire que l'arthroscopie générait moins de complications, et finalement on n'a pas vu de différence entre les deux populations. Est-ce qu'il y a moins de reprises chirurgicales après l'arthroscopie? En fait, il n'y a pas de différence significative. Enfin, est-ce que le temps opératoire, la durée de garrot est identique? Eh bien non, bien évidemment. L'arthroscopie est une chirurgie plus longue, ce d'autant qu'on est en début d'expérience, notamment sur la traumatologie et sur l'arthroscopie du genou. Deux conclusions qu'on pourrait dire, c'est que l'arthroscopie ne marche pas mieux que le traitement conventionnel pour le traitement des fractures des plateaux tibiaux, en prenant tous les types de fractures des plateaux tibiaux, et donc inutile de changer de technique. En revanche, l'arthroscopie marche plutôt bien, et plutôt une bonne technique chirurgicale sur les enfoncements purs, et peut-être que c'est la seule très bonne indication de l'arthroscopie dans les fractures des plateaux tibiaux pour éviter de les aborder et éviter la iatrogénie, la raideur éventuelle et surtout le délai un peu plus long pour la récupération. Fracture des épines tibiales. La littérature donnait plutôt des résultats en faveur de l'arthroscopie sur le plan fonctionnel. Bien évidemment, moins d'instabilité, moins de raideur. Cependant, il y a des choses à analyser de façon plus précise. Sur le traitement conventionnel, on s'est rendu compte dans notre série qu'il s'agissait surtout de chirurgiens seniors, avec probablement une réduction qui était moins bonne. Bien sûr, un bilan lésionnel qui était moins complet, puisqu'il n'a pas été fait d'arthroscopie, donc on n'a pas pu faire de bilan lésionnel sur les lésions cartilagineuses et sur les lésions méniscales. Mais on avait en fait un meilleur résultat fonctionnel que les techniques arthroscopiques. Traitement arthroscopique des fractures des épines tibiales, il s'agissait surtout de chirurgiens juniors, un temps opératoire rallongé de 30 minutes, une meilleure réduction, un bilan lésionnel plus complet sur les lésions ligamentaires, méniscales et surtout cartilagineuses, mais en fait un peu plus de raideur. Alors, quelle est l'indication pour les fractures des épines tibiales? Quelle indication pour la chirurgie conventionnelle? Y a-t-il un meilleur moyen de fixation? Quels sont les résultats à long terme? En pratique, tout ce qu'on peut dire, on a tenté de faire des conclusions larges sur les fractures des épines tibiales, puisqu'on s'est rendu compte que finalement l'arthroscopie, même si beaucoup de techniques ont été décrites dans notre série du symposium, elle donnait un temps opératoire plus long et plus de raideur, donc finalement à mettre en balance avec une technique éprouvée sur le plan par technique conventionnelle. Voilà les différents commandements qu'on peut donner. Ce qu'il faut dire sur les fractures des plateaux tibiaux et les fractures des épines tibiales, c'est que si on veut les faire à ciel ouvert ou sous orthoscopie, c'est qu'il faut hyper réduire, que ce soit le plateau tibial, l'enfoncement du plateau tibial, mais également le massif des épines pour éviter la laxité résiduelle, pour éviter les problèmes de conflit avec le ligament interméniscal, et puis traiter les lésions méniscales dans le même temps, suturer les ménisques s'il y a une désinsertion d'une corde d'un ménisque. Dernière fracture qui a été analysée, c'est les fractures du talus, fracture extrêmement rare, pour lequel on s'est posé la question, est-ce que les fractures du talus sont toutes accessibles à un traitement arthroscopique? C'est difficilement comparable puisque les séries sont très insuffisantes. Il y a une grande hétérogénéité sur le type de fracture entre les fractures du col du talus, les fractures du corps du talus, avec parfois une limite entre les deux qui est un peu compliquée quand on analyse les séries. Ce qu'on peut dire de l'arthroscopie dans les fractures du talus, c'est qu'il y a peu de complications et que le recul est bien sûr insuffisant. Ce qu'il faut retenir sur la série que l'on avait, qui était une série de 17 cas, une série importante finalement, parce que c'est des fractures rares, sur la durée opératoire, ce n'est pas plus long de le faire sous l'arthroscopie que de le faire à ciel ouvert. Les résultats cliniques, on a des meilleurs résultats fonctionnels sous l'arthroscopie qu'à ciel ouvert, mais avec un recul qui reste quand même court. Les résultats radiographiques sont comparables, mais les reculs sont insuffisants, notamment en termes d'analyse de nécrose secondaire ou d'arthrose, essentiellement l'arthrose sous-talienne. Et bien évidemment, on n'avait pas ou très peu de complications sous l'arthroscopie. C'est probablement le gros intérêt de
faire l'ostéosynthèse de ces fractures sous arthroscopie. Ce qu'on peut conclure sur le traitement arthroscopique des fractures du talus sous l'arthroscopie, c'est que ça reste, en cas de luxation associée, une urgence de les réduire et de réfléchir à une ostéosynthèse la plus adaptée en fonction du contexte, bien évidemment. Le bilan iconographique par scanner est indispensable pour savoir quel type de voie d'abord on va pouvoir choisir. À ciel ouvert, quel type de voie d'abord, ostéotomie malléolaire, voie d'abord médiale, voie d'abord latérale, pour pouvoir traiter la fracture avec le moins d'hiatrogénie possible, avoir le moins de dévascularisation du talus, ou le tenter sous l'arthroscopie, ce qui sera quand même la meilleure technique pour voir tout le talus et pouvoir tenter l'ostéosynthèse. Ce que l'on peut dire, c'est que l'arthroscopie de cheville pour la fracture du talus, c'est une arthroscopie antérieure de cheville classique, donc il n'y a pas de difficulté technique particulière si on maîtrise l'arthroscopie de cheville, il n'y a pas de courbe d'apprentissage importante. Il faut associer une voie latérale dans le sinus du tarse pour améliorer à la fois la réduction, pour enlever les corps étrangers, et pour améliorer le pronostic, puisqu'on sait que le pronostic sur les fractures du talus, c'est essentiellement la sous-talienne. C'est probablement moins iatrogène l'arthroscopie, mais on n'a pas pu le démontrer complètement. Et il y a une faible courbe d'apprentissage. Donc ça fait quand même beaucoup de choses, et ce symposium nous a permis d'analyser l'apport de l'arthroscopie en traumatologie pour ces 4 articulations à travers 5 fractures. Globalement, je vais me répéter, mais tout ce qu'on peut dire, c'est que les comparaisons sont difficiles entre le ciel ouvert et l'arthroscopie pour les fractures de la glène. Nous avons montré qu'il y avait une immobilisation obligatoire après ostéosynthèse de fracture de glène pour résister à l'arrachement et qu'il fallait associer, si possible, toujours une ostéosuture plus un lissage pour améliorer de façon significative l'ostéosynthèse et la résistance à l'arrachement. Les bonnes fractures pour être traitées sous l'arthroscopie sont les fractures de type 1A, du verbe 1A, donc une fracture du rebord antéro-inférieur de la glène, avec un score fonctionnel de qualité de la réduction entre le ciel ouvert et l'arthroscopie qui sont comparables. Mauvais pronostic en cas de lésions ostéochondrales associées qui sont en fait faites lors du traumatisme. Et puis la chirurgie conventionnelle a un risque de raideur majoré par rapport à l'arthroscopie. L'arthroscopie est une chirurgie plus courte pour les fractures du glène. On obtient un score de constant avec plus de force, mais un score de constant global qui est semblable. Une meilleure amplitude articulaire en élévation antérieure, rotation externe, une reprise plus précoce du travail et moins de complications grâce à l'arthroscopie pour les fractures de glène. Je rappelle que pour les fractures du radius distal, l'intérêt majeur de l'arthroscopie, c'est le traitement, c'est le diagnostic et le traitement des lésions ligamentaires, mais qui nécessite une courbe d'apprentissage importante pour l'arthroscopie. Ce que l'on a pu dire, c'est que l'arthroscopie améliore la marge d'escalier radiographique, mais n'améliore pas l'écart interfragmentaire. Ça améliore les diagnostics sur les lésions ligamentaires, mais ça rallonge la durée opératoire, donc c'est à mettre en balance par rapport à la iatrogénie de l'arthroscopie du poignet. Et la série prospective permettait de dire qu'on améliorait la marge d'escalier quand on traitait ces fractures sous l'arthroscopie, mais pas l'écart interfragmentaire, qu'on permettait un meilleur diagnostic et un meilleur traitement, une fois de plus, des lésions ligamentaires, avec toujours une durée opératoire qui était beaucoup plus longue. On a fait une étude scalographique qui permettait de conclure que l'arthroscopie n'améliorait pas la marge d'escalier et n'améliorait pas l'écart interfragmentaire. Donc on reste finalement sur notre fin, parce qu'en analysant de façon plus fine les résultats radiographiques, et là, en les analysant sous scanner, on a démontré que l'arthroscopie n'améliorait finalement pas les critères de réduction par rapport aux techniques conventionnelles. Ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que l'arthroscopie de poignet reste un geste difficile, avec une iatrogénie nerveuse, un temps opératoire plus long, et qu'il faut cibler ce type de traitement arthroscopique pour les sujets jeunes avec un potentiel de lésion ligamentaire important, pour lequel, si on maîtrise l'arthroscopie du poignet, on va pouvoir les diagnostiquer et les traiter en même temps. Les fractures des plateaux tibiaux et des massifs des épines, si l'on compare l'arthroscopie et le traitement à ciel ouvert, on a des résultats fonctionnels qui sont comparables, mais avec un faible niveau de preuve. Notre série a permis de montrer que ce sont essentiellement les fractures Schatzker 3, enfoncement pur, qui sont traitées sous l'arthroscopie, et c'est probablement ce qu'il faut retenir comme très bonne indication d'arthroscopie pour l'ostéosynthèse de ces fractures des plateaux tibiaux.
ça donne des résultats fonctionnels qui sont bons, mais qui sont comparables. Donc, on n'améliore pas le résultat fonctionnel par l'arthroscopie. Il y a moins de complications cutanées avec l'arthroscopie, il y a moins de risques d'infection, bien évidemment. On n'a pas observé de syndrome de Loge, qui était un des risques et une des craintes de l'arthroscopie dans les fractures des différents plateaux tibiaux. Et l'arthroscopie pour les fractures des différents plateaux tibiaux raccourcit le délai opératoire. Ça améliore probablement légèrement la qualité de la réduction, même si ce n'est pas significatif sur le plan radiographique. Ça améliore peut-être le temps de consolidation, mais je vous l'ai dit, il y a un biais puisque c'était des fractures enfoncement pur. Et il y a un taux de reprise chirurgicale secondaire comparable, mais cependant avec un faible recul et une sélection des différentes fractures. Sur les épines tibiales, on a la littérature qui est un peu ambivalente avec des séries qui sont plutôt en faveur de l'arthroscopie et des séries plutôt en faveur des traitements à ciel ouvert, notamment sur les résultats fonctionnels. Le risque de complication, c'est l'instabilité et la raideur, et même sous l'arthroscopie. Donc l'idée de se dire on va le faire sous l'arthroscopie, il y aura moins de raideur, c'est plutôt faux. Et c'est ce que a confirmé notre série, avec globalement autant de patients qui ont été traités sous l'arthroscopie que par technique conventionnelle, et essentiellement des opérateurs juniors qui opéraient les fractures des épines tibiales. Ça permet bien évidemment un bilan plus complet, mais ça rallonge la durée opératoire, et surtout les résultats fonctionnels sont moins bons quand les patients ont été traités sous arthroscopie pour les fractures des épines tibiales. La réduction est comparable, peut-être que la consolidation est plus rapide, mais il y a plus de raideur après un traitement arthroscopique des fractures des épines tibiales. Enfin, quelques mots sur les fractures d'utérus. Je l'ai déjà dit, ce sont des fractures très rares, et finalement l'arthroscopie a un intérêt majeur parce qu'elle va permettre de faire un bilan complet et de visualiser complètement le talus sans le dévasculariser. C'est une technique qui est relativement simple, qui permet d'avoir une durée opératoire qui ne sera pas allongée par rapport à la technique à ciel ouvert, un résultat clinique et des scores fonctionnels qui sont meilleurs que les techniques à ciel ouvert, une qualité de réduction qui est identique, et surtout beaucoup moins de complications que les techniques à ciel ouvert, notamment les complications infectieuses qui sont majeures après les traitements à ciel ouvert des fractures du talus. Voilà, je voulais remercier les différents participants de ce symposium. Je vous remercie. Bien, merci. Voilà, je crois qu'on peut encore hésiter un petit peu entre les deux. C'est pas vraiment totalement tranché. Donc, et pour les arthroscopies, il faut des arthroscopistes bien formés quand même pour faire ce genre de traitement. Y a-t-il des questions? Tout le monde est semi-convaincu, pas convaincu du tout. Non, mais ça va progresser, bien sûr, avec l'expérience des arthroscopistes, etc. Très certainement. C'est le choix de la fracture qui fait tout. Je pense que le but de ce symposium, là, je fais un résumé, c'était quand même de dire qu'il y a des fractures qui sont accessibles sous l'arthroscopie facilement, sans difficulté technique majeure, et avec une récupération et moins de iatrogénie, moins de complications. Cependant, là où on reste un peu sur sa fin, c'est les fractures des plateaux tibiaux, alors que ça fait quand même très longtemps qu'on a fait beaucoup sous l'arthroscopie, et notamment les fractures des épines tibiales, sur lesquelles, par exemple, il y a plus de raideur. Alors peut-être qu'il y a des modifications techniques à apporter pour qu'il y ait moins de ces complications, alors qu'on se dit, finalement, quand on les ouvre pas, on devrait avoir moins de raideur, mais c'est pas vrai. Bien, écoutez, c'est bien. Comme toujours, la chirurgie devient de moins en moins agressive et iatrogène. On ne peut que s'en réjouir. Bien, écoutez, merci pour tous les orateurs, pour Paul Bonniard d'avoir organisé cette séance, et merci à vous tous d'être restés attentifs.